Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Hasard du calendrier, nous allons parler aujourd'hui de négociation sociale avec Frédéric Bonneton. C'était pas du tout prévu. On n'a pas organisé la grève comme un événement marketing pour promouvoir cette masterclass, mais l'actualité fait bien les choses. Un immense plaisir de te recevoir avec nous, Frédéric, aujourd'hui pour parler de négociation. Alors, comme d'habitude, vous êtes toujours aussi formidable. Vous étiez 220 inscrits la semaine dernière pour écouter Philippe Lafay. Philippe Lafay, qui avec Michael Aguilar nous a parlé de techniques de persuasion, son bouquin Les accélérateurs de la vente, dont il vient de sortir la 4e édition. Vous pouvez retrouver ça sa masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Incentive, c'est une plateforme de management de la performance. On travaille sur deux axes avec nos clients. D'un côté, la motivation avec une plateforme de gamification et de challenge, et l'excellence managériale avec une plateforme de coaching, tout ça dans une application mobile simplifiée. On travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays, dans des secteurs aussi variés que les télécoms, la banque et l'assurance ou le retail. La page de pub étant terminée, on t'accueille Frédéric, on est ravi de te réaccueillir parce que tu es déjà intervenu dans les masterclass d'excellence commerciale. Est-ce que Victor, tu peux nous rebrosser un portrait de Frédéric? Oui, merci Roland. Bonjour Frédéric. Frédéric Bonneton, vous êtes CEO et honneur de MCR Group. Votre mission, c'est d'accompagner les transformations des entreprises par la motivation et l'implication des employés. L'aventure dure depuis près de 30 ans, et vous avez développé grâce à vos expériences des savoir-faire uniques. Vous prenez une vision plus humaniste de la performance et vous permettez à vos clients de repenser les piliers de leur croissance en mettant l'employé au cœur des projets. Votre spécialité, c'est la négociation. Inspiré par vos années d'expérience, vous avez documenté comment utiliser la grande part des émotions dans nos processus de décision. C'est ce que vous avez appelé la négociation émotionnelle. Ce sont les secrets qui font basculer les négociations. On peut retrouver votre travail dans votre livre La négociation émotionnelle. Vous avez aussi créé avec Christophe Coppen, négociateur du rêve qu'on a déjà eu la chance de recevoir, un label français d'excellence en négociation, For One. Vous êtes diplômé de l'école de commerce ESCLA et vous partagez depuis 10 ans maintenant votre expérience à l'ESCP et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi membre du conseil d'orientation du think tank Entreprise et Progrès et advisor à la société Touch Sell. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Frédéric. Dans l'espace questions, il y répondra en fin d'entretien. Merci. Alors Frédéric, c'est toujours un bonheur de te recevoir parce qu'on parle toujours des sujets qui sont importants. Et dans le commerce, quoi de plus important que la négociation? Et aujourd'hui, quoi de plus important que les négociations sociales? Alors comme introduction, finalement, qu'est-ce qui fait qu'en France aujourd'hui, on arrive très rapidement dans ce sentiment de défiance et de tension? Alors bonjour Roland, merci de me recevoir. C'est toujours un plaisir de venir chez vous et bonjour à tous. Alors, tu as dit deux mots, hein, tu as dit trois mots. Tu as dit négociation, France et tension. Ce sont trois mots intéressants. D'abord, peut-être petit focus sur France négociation. On a un vrai sujet de compétences négociation en France. Je vais résumer en deux choses. On n'aime pas négocier de manière générale et on est formé très mal en fait. En fait, on est formé à ne pas être négociateur. Et juste très vite, pour comprendre ça, c'est quand tu es à l'école, on te dit si tu travailles bien, tu auras des bonnes notes parce que tu le mérites. Et donc, tu iras dans une bonne classe parce que tu le mérites. Et donc, tu auras un bon bac parce que tu le mérites, une bonne université parce que tu le mérites, et puis tu auras un bon travail parce que tu le mérites. Et donc, pendant 24 ans, on t'éduque à la culture de dans la vie, tu obtiens ce que tu mérites. Et quand tu arrives dans l'entreprise, c'est fini. Évidemment, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, tu obtiens ce que tu es capable de négocier. Mais comme on t'a formé à la logique du mérite, bah, tu n'aimes pas négocier. Moi, combien je vois de salariés qui me disent non, je ne vais pas négocier mon augmentation de salaire. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Si mon manager ne voit pas que je le mérite, c'est qu'il n'est pas bon. Mais je ne vais pas négocier, je le mérite.
je mérite mon augmentation, je mérite ma retraite à X, je suis chef de l'État, je mérite qu'on m'écoute. Enfin, on n'est pas dans une logique de négociation, on est dans la logique du mérite qui est à l'opposé d'une logique de négociation. Donc, on n'est pas formé pour ça. Donc, ça, c'est un premier sujet. Alors après, tu parles de tensions. Ces tensions, aujourd'hui, je pense qu'elles sont assez générales pour différentes raisons. Alors bon, peut-être on pourra revenir après sur la négociation sociale en particulier, mais on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde de défiance. Et pour en parler, on peut évoquer différents points. J'aime bien cette image. Tu sais, dans les années 80, la série télé la plus vue dans le monde, c'était Urgence. Urgence, c'était Georges Clooney qui est un super. Avec Georges Clooney. Ouais. Ah, Georges Clooney, bien sûr. Qui est sympa. Tu vois, il est sympa. On lui fait confiance, il est sympa. Dans les années 2000, la série la plus vue dans le monde, c'est Dr House. Et Dr House, il est bon parce qu'en fait, il se méfie de tout. Il ne te croit pas. Il est antipathique. Quand tu arrives en disant « je suis tombé dans l'escalier », il ne te croit pas. Non, en fait, tu t'es fait tabasser par ton mari ou ton conjoint, etc. Et c'est pour ça que c'est un bon docteur, parce qu'il se méfie. Et aujourd'hui, voilà, pour montrer à quel point on est dans une société de défiance, quand tu dis à quelqu'un « ah ben tiens, on vient de sortir des nouvelles lasagnes surgelées », tu ne peux pas t'empêcher à penser viande de cheval. Si je te dis, un ministre des Finances dit « attention, je suis vraiment sur la lutte contre le Cahuzac ». Si je te dis « tiens, un nouveau médicament vient de sortir », tu ne peux pas t'empêcher, ou un vaccin. Mediator, vaccin, on va mettre une puce, etc. Et en réalité, quand on me dit quelque chose, ça devient une compétence clé de me méfier, de dire attends, tu ne vas pas me la faire, je ne te crois pas. Il y a 7 niveaux d'information qu'un collaborateur peut recevoir dans une entreprise. Il y en a 3 qui viennent de l'entreprise. Et évidemment, ce qui est le plus crédible, ce n'est pas ce qui vient de l'entreprise. Je me méfie de ce que tu me dis. Et c'est une qualité de me méfier. Et d'ailleurs, je crois autant mon opinion que celle du scientifique à côté, avec le développement des fake news, etc. Donc, on est dans une société de méfiance, de défiance, qui est devenue une qualité, mais une société qui doute. Et une société qui doute, c'est une société qui devient agressive. Et en fait, toutes ces tensions d'agressivité, elles sont issues, tu vois, de l'ensemble de finalement, je ne sais pas qui croire. Bon, je vais écouter celui qui parle le plus fort, je vais écouter mes envies. Et donc, on est vraiment, ça crée des situations particulières. Alors, on voit dans l'environnement actuel des revendications extrêmes. Hein. On a vu un syndicaliste demander la retraite à 50 ans pour tout le monde, 2000 € d'augmentation pour tout le monde, etc. C'est quoi la spécificité des négociations sociales, puisque c'est le sujet du jour, par rapport à une négociation classique? Alors, négociation, alors, il y a pas mal de spécificités. Si je reprends la notion de France, toutes les négociations sociales sont faites dans une logique de lutte des classes. On est très marxiste en fait. Lutte des classes, c'est les salariés contre, enfin le travail contre le capital. Et la conclusion de ça, c'est que plus j'en donne au capital, moins j'en ai pour le travail, ou plus le travail en a pour lui, moins il en donne au capital. Donc c'est une sorte de négociation à somme nulle où finalement j'ai besoin d'avoir le plus possible et toi le moins possible. Donc c'est le raisonnement de base de la négociation sociale. Et donc c'est des négociations de position. Et je plante mon bâton, tiens, la retraite à 50 ans, tu vois. Donc je mets mon bâton très loin en espérant qu'on va négocier petit à petit par compromis et non pas par consensus, d'accord, et que j'arriverai le plus haut possible et le moins j'en lâche. Donc c'est déjà hyper conflictuel de base. Alors après, évidemment, tu as des spécificités de la négociation sociale, c'est que dans l'entreprise en tout cas, on ne va pas parler au niveau national, mais dans l'entreprise, tu as des négociations obligatoires, toujours avec les mêmes personnes, qui vont être renouvelées au fur et à mesure, donc ils vont être multi-rounds. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles sont quand même multipartites. C'est-à-dire, on dit les partenaires sociaux, mais dans une entreprise, tu as plusieurs syndicats. Et ils ne parlent pas tous de la même voix. Et donc, c'est quand même une négociation un peu complexe parce que tu négocies avec plusieurs obédiences, plusieurs visions du monde. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Et d'ailleurs, les syndicats, c'est le phénomène d'alliance. Quand tu t'allies avec quelqu'un, en même temps, tu es en concurrence avec lui parce que tu portes le même message. Et voilà, on est dans une période d'élection électorale là, pour les syndicats et ils ont besoin de faire la différence entre eux, ce qui crée une forme de surenchère. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc la négociation sociale, pluripartite, les mêmes personnes qu'on va retrouver dans la durée, donc cette notion de confiance qui est quand même importante.
Et puis, évidemment, plusieurs syndicats qui viennent à la table des négociations. Et alors, comment les conditions actuelles de la négociation sociale évoluent, varient? C'est quoi les contextes actuels de ces négociations sociales? C'est toujours important de bien comprendre son environnement avant de rentrer dans une négociation avec les organisations syndicales. Alors, ce que je trouve intéressant, les événements qui ont eu lieu avec les raffineries, les dernières grèves, à l'origine, c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement des syndicats. C'est un mouvement spontané, un peu style gilet jaune, tu vois, dans l'entreprise. Et donc, on a cette nouvelle forme de relation au niveau national, mais dans l'entreprise, qui fait que les corps intermédiaires sont désintermédiés et ils ont une difficulté. Donc, ils ont repris, tu vois, le flambeau en disant, bon, OK, on y va, mais ça ne vient pas d'eux au départ. Et donc, il y a ce sujet de la représentativité qui est complexe. Et quand tu veux négocier avec quelqu'un, il faut négocier avec quelqu'un qui est représentatif. Et ce sujet de la représentatif est clé. Donc aujourd'hui, pour ne pas se faire déborder par la base, il y a une sorte de démarche un peu, tu vois, excessive, outrancière des partenaires sociaux pour récupérer le mécontentement ambiant qui est sous-jacent. Et donc, ça crée quand même un climat d'hypertension, en fait, parce que j'ai besoin d'être représentatif, donc je vais où sont les extrêmes pour ne pas me laisser déborder par les mouvements. C'est de la surenchère, finalement. Il y a une surenchère un peu quasi obligatoire et en même temps, si tu veux négocier, il faut avoir des gens pour négocier. Donc il faut quand même, on voit bien que les gilets jaunes, il n'y avait personne pour négocier, c'est très compliqué. Quand tu n'as personne en face, tu ne négocies pas, quoi. Tu subis le mouvement. Donc c'est très important d'avoir des syndicats représentatifs. Et là, ils courent un peu après, tu vois, après le chemin. Donc je trouve que voilà. Et le deuxième point quand même, c'est que quand tu as un climat de grève, un climat de tension, un climat de revendication fort, même dans ton entreprise où tout peut très bien se passer, tu ne peux pas éviter l'impact du contexte. C'est impossible. C'est impossible. Nous, là, on a accompagné quelques négociations sociales. C'était, ben voilà, l'année dernière, 6% d'inflation. L'année prochaine, on prévoit 6. Donc, on va commencer la négo à 12. Mais dit d'une manière hyper agressive, en fait. Tu vois, genre, on s'est fait avoir l'année dernière, on ne sera pas avoir cette année. Et la question, c'est, mais ce que je dis est réel, c'est réel, mais d'où vous sortez ces chiffres? Ah ben vous savez, c'est ce qu'on entend sur BFM. Tu vois l'impact de l'environnement sur la manière de penser, sur le positionnement, sur ben attends, tu as vu chez Total, ils ont eu 6 000 € de PPV, 6% d'augmentation, ou 7 d'ailleurs. Ben chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est très important parce que tout ce qui est médiatisé vient impacter. Donc l'impact du contexte est super important et crée de l'attention immédiate, en dehors de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Et alors, qu'est-ce qui empêche finalement de s'adapter à ces variations? Quelles sont les approches en préparation de négociation qu'il faut avoir pour prendre en compte ce contexte et puis faire de l'aïkido avec ces arguments? Bah, alors, ce qu'on constate, c'est dans une négociation, tu as 3 éléments. Tu as le contenu de la négo, ce dont on va parler, tu as le process et tu as les interactions. N'importe quel professionnel de négociation t'explique que le contenu dans la réussite, c'est 10%. Le process, c'est 40%. Et les interactions, c'est 50% de la réussite. Or, ce qu'on constate, et ça c'est un problème, on revient à notre problème de spécificité française de quand il y a un match de foot, on a 60 millions d'entraîneurs, en négo, on a 60 millions de négociateurs, mais en réalité, on n'aime pas ça et on n'a pas été formé. C'est que la plupart des gens qui préparent une négo sociale, des RH, des responsables de relations sociales, ils travaillent beaucoup le contenu. D'accord. Le process, ils ne savent pas, ils n'ont pas été formés, donc la plupart des temps, hein, ils ne savent pas, donc ils ne préparent pas le process. Et ils comptent sur leurs interactions ou la qualité de leurs interactions qu'ils ont su générer au fil des années avec leurs partenaires sociaux. Et ça peut marcher très bien, hein, s'il y a de bonnes interactions, si la confiance a été créée, ça peut fonctionner. Sauf que dans une période d'hypertension comme ça, bah, les interactions sont plus qu'elles étaient. La défiance arrive au rendez-vous, j'ai les élections, j'ai cette logique de surenchère, et tout d'un coup, j'ai une rupture de la qualité de l'interaction. Et comme je n'ai pas préparé le process, parce que je ne sais pas comment ça marche, un process de négo, je n'ai jamais été formé,
eh ben, je me retrouve dans une situation hyper délicate, avec évidemment des menaces immédiates de grève, de conflits, etc., qui mettent une pression incroyable sur les partenaires, sur les RH, en tout cas ceux qui négocient, ou les directeurs d'usine, enfin, peu importe. Et donc, le vrai secret, en fait, hein, ça serait de travailler sur le process de négociation, sur la stratégie de négociation, pas le contenu, hein, mais la stratégie, pour amener à cette recréation de la confiance dans un contexte difficile. Et il y a des moyens. Mais voilà, ce qu'on voit, nous, la fragilité aujourd'hui, c'est ça. C'est je compte sur mes bonnes relations, mais dans le contexte aujourd'hui, c'est pas suffisant. Alors, est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le cœur du sujet, qui est finalement ce qu'on a identifié comme le chaînon manquant dans une bonne négociation, ce process. Comment aborder ce process? Comment tu accompagnes aujourd'hui tes clients dans ce process de négociation sociale? Alors, c'est une question qui est super large, parce que Peut-être en partant de quelques exemples concrets, hein. Oui, bien sûr. Alors, par exemple, en négociation, il y a un grand principe, c'est que tu ne négocies pas seul. Et alors, je sais que souvent, tu es obligé de négocier seul, hein, il y a plein de situations, mais en réalité, sur des sujets importants comme ça, tu ne négocies pas seul. Et donc, il faut que tu sois à 2, 3, 4, avec des rôles qui sont spécifiques de négociation. Préparer la négociation, c'est déjà préparer son rôle. Tu vois. Qui va parler, qui va écouter, qui va être le drafteur, qui va être l'expert, comment ils doivent intervenir, qu'est-ce qu'ils doivent dire. Donc ça, c'est le premier niveau dans lequel on accompagne et qui n'est jamais fait, en fait. Hein. Souvent, quand on dit rôle, tu sais, on dit good cop, bad cop, mais ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas un rôle de négo, tu vois. Il y a des rôles techniques en négociation et qui amènent justement à faire avancer la négociation. Ensuite, si tu veux, souvent, tu as des conversations circulaires avec les partenaires sociaux. C'est-à-dire, on revient sur oui, mais vous, la direction, et on part sur des débats d'opinion. Or, dans une négociation, évidemment, ce qui fait avancer, ce n'est pas les opinions, c'est les propositions. Donc, il faut que tu prépares à l'avance tes propositions. Derrière, il faut que tu prépares aussi tes niveaux de concession. Or, la plupart du temps, tu as un tropisme dans la négociation qui va être le pourcentage d'augmentation de salaire. Tu vois. Et c'est un tropisme bloquant. Et donc, c'est important d'élargir ton champ de négo et de savoir dans ta stratégie si tu dois aborder ce sujet en dernier ou en premier. Quels sont les sujets de ta négociation sociale que tu vas aborder en premier? Les plus simples ou les plus compliqués? Ceux sur lesquels tu peux avoir un consensus ou ceux sur lesquels tu vas avoir un blocage. Bon, et tout ça, ça va dépendre de la situation. Enfin, voilà. Donc, tu as toute une stratégie quand même à préparer. Et après, tu dois identifier les grands pièges dans lesquels toi-même tu te mets, dans lesquels tu peux tomber. Tu vois, en négo social, par exemple, parce qu'on appelle, on reprend un élément, tu sais, de la PNL qu'on appelle les métaprogrammes. C'est-à-dire que la direction, elle est souvent en train de parler de vers où elle veut aller. C'est le projet d'entreprise, la vision, etc. Les partenaires sociaux, c'est pas leur modèle, ça. Hein. Leur modèle, c'est pas aller vers, c'est éviter d'eux. Alors c'est leur modèle on va dire depuis les années 90. Je dis ça pourquoi? Parce que quand tu refais l'histoire syndicale, toutes les grandes manifestations jusque dans les années 70, c'était pour obtenir des avantages sociaux, des gains sociaux. La 5e semaine de congé, la 3e, tu vois, la réduction du temps de travail, tout ça, c'était voilà. À partir des années 90, les grandes manifestations, c'était pour éviter de perdre, tu vois, éviter de perdre la retraite, éviter de perdre, etc. Et ça a changé le mindset. Et aujourd'hui, le mindset des partenaires sociaux, c'est tout ce qu'on on l'a obtenu parce qu'on a lutté. Et maintenant, on va défendre les avantages sociaux, on va défendre les acquis. Et quand tu as deux états d'esprit très différents comme ça, en disant ouais, non, mais il faut faire ça pour aller vers la performance de l'entreprise, alors que moi je veux sauvegarder le pouvoir d'achat et sauvegarder l'emploi, on ne parle pas le même langage. Donc il y a tout un travail, si tu veux, sur les mots, sur la manière de s'exprimer, voilà, qui est extrêmement important pour éviter d'être dans un langage de sourd. Voilà quelques exemples. Après, on pourrait aller très très loin sur les méthodologies de négo. Et voilà, sur la phrase d'introduction, est-ce que tu prépares ta phrase d'introduction? Comment t'exprimes l'intérêt commun partagé? Enfin, il y a tout un tas de techniques qui ne sont pas appliquées. On négocie comme un peu M. Jourdain fait de la prose, hein, comme on a toujours fait. Mais dans l'environnement d'aujourd'hui, franchement, c'est très compliqué. Le bon mandat de la direction générale, par exemple. Tu vois.
Je suis Il y a, il y a- il DRH. y a deux sujets, il y a deux sujets que j'aimerais approfondir. C'est peut-être comment est-ce qu'on élargit le champ de la négociation, hein, pour ne pas être resté focalisé sur un chiffre, l'âge de départ à la retraite, ou le chiffre d'augmentation salariale par rapport à l'inflation. Comment est-ce que, quels sont tes conseils pour élargir ces champs et quels sont les sujets que tu vois concrètement dans le travail que tu fais avec tes clients Ouais. pour élargir ces champs de négociation? Alors, je vais te donner un exemple hyper concret, l'inflation. D'accord? Donc, l'inflation, elle est annoncée avec un taux. 2022, 6%, 2023, 6%. Ça, en négo, toi, tu crées un marqueur, tu crées un ancrage sur un chiffre, qui est le point de base de la négociation. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème parce que finalement, tu te bats autour d'un pourcentage et peu de personnes peuvent donner les 6, donc tu as toujours un effet déceptif. Donc, élargir le champ, c'est commencer par arrêter de parler de l'inflation et parler de ce qui intéresse les gens. Et ce qui intéresse les gens, ce n'est pas l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. D'accord? Parce que si tu ne raisonnes qu'inflation, tu ne raisonnes qu'augmentation de salaire fixe. Si tu raisonnes pouvoir d'achat, tu ouvres d'autres champs de la négociation. Tu ouvres le champ de la mobilité, il y a des gens qui se déplacent. Tu ouvres le champ du temps de travail, tu ouvres tu ouvres beaucoup de champs qui sont différents. Tu ouvres le champ du variable, tu ouvres le champ de la PPV, la prime de pouvoir d'achat. Et donc finalement, en te mettant d'accord, en disant non, mais on ne va pas parler de l'inflation, mais on va parler du maintien du pouvoir d'achat, tu changes complètement la dynamique de ta négociation. Et en plus, elle est beaucoup plus intéressante pour tout le monde, et pour les collaborateurs, et pour l'entreprise, parce qu'elle permet un champ de possibilités qui est bien plus large. Parce que la prime de pouvoir d'achat va permettre de répondre à ce qui s'est passé l'année dernière, l'augmentation de salaire au pouvoir d'achat de l'année prochaine. Déjà, tu fais une dissociation, parce que 6% d'inflation, c'est plutôt 4,5% de baisse de pouvoir d'achat. Donc déjà, tu vois, ton référentiel n'est pas le même, et puis le pouvoir d'achat, la problématique n'est pas la même pour tout le monde, donc tu peux différencier tes populations dans ta négociation. Enfin, tu vois, ton champ, tout d'un coup, devient extrêmement large, au lieu d'être hyper restreint en disant non, non, on veut 6 d'augmentation pour tout le monde. D'ailleurs, on le voit bien dans les revendications, c'est super simple. Et donc finalement, ça donne ça ouvre des territoires sur lesquels on va pouvoir trouver des terrains d'entente, c'est ça? Exactement, parce que si on est d'accord pour maintenir le pouvoir d'achat, forcément les solutions qui vont permettre le pouvoir d'achat vont être des solutions négociées sur sur lesquelles tout le monde va pouvoir s'accorder. Et donc je désenclave, tu vois, non, non, mais nous on veut 1000 euros d'augmentation pour tout le monde parce que non, tu vois, ça veut rien dire en fait. C'est une revendication qui est simple, mais qui répond à un problème qui est compliqué. Et donc ça ne marche pas. Donc il faut élargir le problème, non pas sur le chiffre, non pas sur l'objectif, mais sur l'intention ou sur l'intérêt. Ça dépend, tu l'appelles comme tu veux. Tu vois, mais... Oui. Alors, le temps passe très vite. Est-ce qu'on peut parler des interactions? Tu nous dis que les interactions, c'est à peu près 50%, hein, que les gens se focalisent sur les interactions, que ces interactions sont parfois compliquées. Comment est-ce qu'on peut retrouver finalement des interactions plus sereines? Est-ce que tu as des trucs et astuces ou des méthodologies à nous partager, hein, pour travailler sur le côté interaction physique finalement avec les IRP? Ouais. C'est assez codifié l'interaction. Il y a beaucoup tu sais, de jeux de théâtre, enfin dans les négociations sociales globales, des effets de manche, voire des quasi-insultes, hein, souvent la plupart du temps, avec les DRH qui restent calmes, et puis qui d'un coup lèvent la voix en disant non, je ne vous permets pas de dire ça. Enfin, une interaction codifiée, mais à l'arrivée, souvent, il y a eu des négociations préalables ou bilatérales, etc. Donc, le premier truc, c'est qu'effectivement, ton interaction, elle n'est pas en négociation sociale, elle n'est pas que dans la salle au moment où se passe la négo. Il n'empêche que si c'est mal géré, ça peut mal se passer. Et donc, la recherche d'une négociation collaborative, elle est essentielle. Et donc, dans l'interaction, montrer que je veux travailler, je veux qu'on trouve ensemble des solutions, plutôt que fais-moi confiance, voilà ce que je te propose, je ne peux pas te donner plus, ah mais non, je ne te crois pas, donne-moi plus, et puis on va avoir une interaction très conflictuelle.
aller vers une négociation collaborative par une interaction positive, ça c'est vraiment important. Après, dans ce jeu peut-être je pourrais te donner un exemple d'interaction qui aboutit à une négociation qui échoue à cause des interactions. C'est un exemple qu'on a eu on est appelé pour accompagner un site, enfin une entreprise qui est en train de fermer un site industriel. Et en fait, ils ont fait leur négo depuis 6 mois qu'ils font leur négociation. Et là, il faut absolument qu'ils concluent pour déposer l'accord à la Driette et pour bénéficier des aides et de l'accompagnement des collaborateurs, etc. Et donc, ils nous appellent le lundi pour déposer un accord le mercredi. D'accord on accepte la mission, tu vois, quand même, c'est fair play, tu vois. Et donc, on a l'équipe de négo en visio, parce qu'en plus, c'était dans le nord de la France. Et on commence par poser des questions bêtes, hein, qui négocie, où est-ce que ça va, première question, où est-ce que ça va se passer? Et là, ils se regardent et ils disent, bah, on va le faire dans le bureau du directeur, de Gérard. Et là, il y a des RH qui disent, ah non, pas dans le bureau de Gérard, parce que comme ils ont les piquets de grève, ils ont fait, tu sais, il y a des tonneaux, ils tapent sur les tonneaux toute la journée, on ne va pas s'entendre. Et là, il y a le Gérard en premier. Bah, tant pis pour eux. Tu vois le truc? Il dit, tant pis pour eux. Tu vois le piège des relations. C'est-à-dire que pendant 6 mois, ils s'en sont pris plein la tête, insultés, etc., etc. Et là, le seul objectif du DG, c'était de les punir. Il avait perdu de vue l'objectif qui était signer l'accord. L'objectif, c'était on va leur montrer, tu vois ce truc de lutte des classes, de confrontation. Et donc, pour garder une interaction de qualité, le premier truc à faire, c'est de ne pas oublier ton objectif de négo. Et l'objectif, c'est jamais de montrer que l'autre a tort, tu vois, et que tu as raison. L'objectif, c'est de signer un accord dans ce cas-là. Et c'était assez fascinant de voir à quel point les interactions avaient généré sur on va leur montrer, quoi. Tu vois, une sorte de, pas de haine, tu vois, mais de revanche, volonté de revanche. Donc, c'est super dangereux les interactions quand elles se passent mal, parce que ça aboutit à une hypertension et donc un échec des négociations. Je sais pas si ça répond. Dans ces interactions, les bonnes relations, est-ce qu'elles favorisent des pièges dans lesquels on peut s'engouffrer? Ah, tu as complètement raison. D'ailleurs, ça s'appelle le piège des bonnes relations. C'est-à-dire que quand ça a été tendu au départ et qu'à un moment donné, les partenaires sociaux me donnent l'impression qu'ils veulent bien faire un effort, qu'ils ne vont pas faire la grève, etc., que j'ai l'impression d'avoir une bonne relation et qu'ils me demandent quelque chose, je vais avoir tendance à vouloir lâcher, tu vois, à vouloir faire des concessions. Et ça, évidemment, c'est un problème assez classique en négo, d'ailleurs pas qu'en négociation sociale, mais peut-être plus en négociation sociale, parce que tu sais que tu vas voir les gens dans la durée. D'accord? Et donc, quand quelqu'un te dit non, bah, tu ne vas pas faire ça, DRH, on te fait confiance, voilà, on t'a toujours fait confiance, là on ne fait pas grève, mais par contre, il faut que tu nous donnes ça. En négo social, c'est très difficile de sortir de ce piège-là. Alors, une des manières évidemment de ne pas tomber dedans, c'est d'avoir un mandat de la direction générale qui soit hyper clair, tu ne peux pas aller au-delà, etc. Mais si le mandat n'est pas clair, c'est très compliqué pour le DRH de résister à ce piège-là. Les syndicats ne tombent pas dans ce piège-là, ils sont pas. mais les DRH peuvent tomber. Mais en négo commercial, c'est pareil, hein, le piège des bonnes relations. Moi, je tombe régulièrement dans ce piège-là avec ma femme. Ça prouve que tu as de bonnes relations, c'est intéressant. Absolument, absolument. Et quelles sont les erreurs que tu observes, hein, les erreurs récurrentes que tu observes dans ces négociations sociales et qui peuvent être des marqueurs qu'on peut garder en tête pour les éviter? Alors, pour reprendre ce qu'on a dit, hein, la perte de l'objectif, mauvais mandat par la DG, le piège de bonne relation, l'incompréhension de la manière dont l'autre pense. Et je pense que peut-être la plus grave erreur, c'est ne pas travailler sur l'enseignement de chaque négociation. Tu vois, comme l'a dit Victor, nous on a développé tout un modèle de négociation avec Christophe Coppen, qui est un commandant de la négo du RAID. Ils ne progressent en négociation que parce qu'ils font à chaque fois et systématiquement un enseignement de ce qui s'est passé, de pourquoi, etc. Or, je ne le vois jamais en entreprise. Jamais. Jamais en sortant d'une négo qu'elle a été réussie ou ratée, tu vas faire un post-mortem en disant ben, voilà ce qu'on a fait, où est-ce qu'on a été bon, etc. Et je trouve que ça, c'est vraiment l'erreur majeure.
Enfin, c'est pas une erreur de négo, mais c'est une erreur pour faire progresser la culture de la négociation. Et comme comme tu nous l'as dit, on en a bien besoin, hein, passer de la culture du mérite, où on doit recevoir quelque chose parce qu'on le vaut bien, à une culture de la négociation où on va chercher, un résultat, dépasser la culture de la défiance pour arriver finalement dans ce fameux process de la négociation. Merci d'avoir partagé avec nous ces insights. Moi, je retiens finalement dans le process cette nécessité d'ouverture, hein, d'ouvrir les sujets pour trouver des terrains d'entente sur lesquels on va pouvoir commencer à bâtir une relation plus durable avec les organisations représentatives du personnel. Un immense merci. Je pense que ça va être très utile pour beaucoup de nos interlocuteurs qui aujourd'hui font face à ces revendications. Certaines sont légitimes, d'autres sont un peu plus extrêmes. Dans un contexte fortement influencé par ce qu'on entend sur BFM, ces négociations vont être un peu plus tendues et tes conseils sont les bienvenus. Si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, précipitez-vous à la FNAC pour acheter des négociations émotionnelles. Ça se lit comme un roman, c'est juste du bonheur, c'est plein de petites anecdotes, des études de cas très concrètes. Ça sert à la fois dans l'entreprise, dans les négociations sociales, dans les négociations commerciales, également dans la vie courante, comme on a pu le mentionner. Christophe Coppen, le livre Négociateur au RAID. On a eu le plaisir de recevoir Christophe Coppen il y a 2 ans ou 3 ans au Masterclass d'excellence commerciale. Et vous avez fondé ensemble Negotiation for One, hein, Negotiation for One. Tu peux nous en dire peut-être quelques mots de ce partenariat que vous avez monté ensemble avec Christophe? C'est un partenariat qui est né d'une remarque de Stuart Diamond, tu sais, qui est le grand ponte de la négociation aux États-Unis, qui a écrit un bouquin qui s'est vendu à 12 millions d'exemplaires, qui est prof à Wharton, qui est le cours le plus recherché, etc. Et dans un webinaire qu'on avait fait ensemble, il dit ben voilà, dans les pays du monde où on se fait le plus confiance, on trouve la Suède, le Danemark, etc. Et dans ceux où on se fait le moins confiance, on trouve au même niveau la France, le Rwanda et le Pakistan. Et il dit, et donc en France, vous n'êtes pas des négociateurs, vous commencez toujours la négo par le combat. Ben, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui, on commence par faire la grève, bon, très bien. Bon, en même temps, il n'y a pas eu de négo hein, sur la retraite, donc on peut s'expliquer. Mais bon. Donc, on commence par le combat et ça vous coûte 4 points de PIB et il conclut en disant en France, vous n'êtes pas des bons négociateurs. Et donc, avec Christophe, on s'est dit, bah, quand même, il abuse. Mais on s'est dit, ça vaut le coup de créer un label d'excellence en négociation française parce qu'on a des savoir-faire qui sont forts. Et donc, voilà, on a créé ce label où on a mélangé nos savoir-faire en négo commercial, négo social, et puis lui, tout ce qui est négociation sous tension. Ce qui est super intéressant d'ailleurs. Hein. Quand on parle, tu sais, on parlait de la confiance tout à l'heure. On a défini une échelle de 7 niveaux de confiance qu'on reprend sur une prise d'otage entre je ne fais pas du tout confiance ni dans l'institution policière, ni dans le négociateur, ni dans la manière dont la reddition va se passer, jusqu'à OK, je convainc mon copain qu'il faut se rendre tout de suite et poser les armes. Et donc, tu as 7 niveaux de confiance sur lesquels tu travailles quand tu es négociateur au RAID et sur lequel on travaille aussi quand tu es négociateur classique, tu vois, je ne veux pas travailler avec toi jusqu'à ce que je signe l'accord. Il y a un processus sur lequel il faut travailler, qui est un processus intéressant, qui dépend à la fois de la qualité des interactions, donc c'est toutes les méthodes d'influence et psychologiques hein, sur lesquelles on a travaillé, sur le processus sur lequel on a travaillé, donc on a fait une méthode et on forme les équipes. Toutes les équipes hein, commerciales, des avocats, des DRH, à la négo professionnelle, mais on fait aussi de l'accompagnement. C'est ça qui est super intéressant. On fait de l'accompagnement et du coaching de négo. On fait des bootcamps sur des grosses négos importantes. Et voilà, on fait éventuellement de la négo pour compte de tiers. Et c'est vraiment passionnant. Negotiation for One. N'hésitez pas à contacter directement Frédéric.
Un grand merci. Pour ceux qui doivent nous laisser avant de prendre les questions des auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour parler du pouvoir de l'humour avec la docteure Vanessa Marcy, qui est conférencière et qui est auteure d'un livre éponyme. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Victor, est-ce qu'on a des questions déjà de nos auditeurs? Oui, merci Roland, merci Frédéric. Donc on a 2 questions de Rafika qui nous suit toutes les semaines. Quels sont selon vous les signaux d'un point de non-retour dans un processus de négociation et qui impose qu'on y mette un terme pour peut-être le reprendre ultérieurement? Alors, je ne sais pas si la question est spécifique aux négociations sociales ou aux négociations en général. Moi, j'ai tendance à dire effectivement, tant que la personne tant qu'il y a des discussions, il y a de la négociation. C'est quand il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de négo. Donc en fait, le point de non-retour, c'est l'arrêt de la. Et c'est pour ça que dans les méthodes, dans l'accompagnement qu'on fait, on fait très attention à se mettre d'accord au départ sur un process. On va se voir tant de fois et on va avancer. Et tant que les gens viennent aux sessions de négo, même si ça a été difficile, même s'il y a eu de la tension, même s'il y a eu de la rupture, même s'il y a eu des menaces, à partir du moment où je rentre dans la salle pour négocier, on est en négociation. Il n'y a aucun problème. C'est le jour où je ne viens plus dans la salle, où je suis dans la rue, où je ne viens plus du tout. Hein. Bon, là, effectivement, mais tant que je parle, il n'y a pas de point de non-retour. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas. Je n'ai pas identifié. Il y a même des gens qui quittent la salle et qui reviennent au round d'après. Ce n'est pas grave. D'accord? Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de signaux catastrophiques, si ce n'est la personne qui ne vient plus négocier. Là, voilà, il n'y a plus de négo. Donc, du coup, ce n'est pas une analyse de facteurs. Attention, il n'y a pas de non-retour. C'est juste qu'il n'y a plus de négo. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais moi, je dis que tant qu'on parle, on peut négocier. Deuxième question de Rafika. En négociation, on parle souvent de compromis pour arriver à un résultat. Comment faire pour que toutes les parties prenantes puissent adhérer à ce compromis sans méfiance ni doute? Ouais, alors nous, on n'a pas parlé de compromis parce que le compromis, c'est une négociation dans laquelle personne n'est content. Puisqu'en fait, je suis parti d'une situation A et puis j'ai réduit mon intention petit à petit et l'autre aussi. Puis à un moment donné, on a un compromis, mais personne n'est satisfait. C'est beaucoup plus intéressant de travailler sur les logiques de consensus, où finalement, il y a une majorité qui se déclare d'accord sur la solution qu'on va trouver ensemble. Et cette logique de consensus, elle impose qu'on ne parte pas d'une logique de position qu'on va réduire, mais d'une logique d'intérêt commun qu'on partage, et sur lequel on va essayer de faire grossir ensemble, et sur lequel on va pouvoir tomber d'accord. Mais tu as raison, Victor, en tout cas la question est posée, c'est que souvent, on est coincé dans des négociations de position qui amènent à des logiques de compromis. Mais ce n'est pas ce qu'on conseille de faire. Dès que tu es dans une logique de position, il faut absolument essayer d'en sortir, parce que l'opposition, enfin la position, c'est l'opposition, c'est la confrontation. Ce qui n'est pas la meilleure manière. Tu vois, une négociation, c'est pas il y a un gâteau, je le partage. C'est comment ensemble, on va pouvoir faire grossir le gâteau et ensuite avoir ces règles de partage de ce qu'on a créé ensemble. Question de Antoine. Est-ce que les principes de négociation classiques comme la BATNA s'appliquent aux négociations sociales et y a-t-il des spécificités? Alors oui, la BATNA peut s'appliquer aux négociations sociales. Et d'ailleurs, tu peux nous rappeler la BATNA? Oui, bien sûr. La BATNA, alors en français, c'est la MESOR, c'est la meilleure solution de rechange, ou la Best Alternative of a Traded Agreement. C'est-à-dire, si je ne signe pas, si la négociation n'aboutit pas, quelle est la solution que j'ai à côté? D'accord? Par exemple, tu es en recrutement. Si ça ne signe pas, ce n'est pas grave parce qu'on propose un job à côté qui est mieux payé ou qui est moins intéressant mais mieux payé. Donc finalement, ma solution de rechange, si on ne négocie pas, ce n'est pas grave, j'ai une autre solution. Alors que si c'est le seul job et qu'il faut que je paye mon crédit, tu vois, je n'ai pas de solution de rechange, ce n'est pas la même chose et je n'approche pas la négo de la même manière. Donc en réalité, la théorie, c'est que plus ta BATNA ou plus ta MESOR est forte, plus tu es dur ou en tout cas plus tu es fort dans tes positions. Parce que finalement, ça ne sert à rien de faire des concessions parce que tu as une autre solution. En matière de négociation sociale, qu'est-ce que c'est la BATNA? C'est si je n'obtiens pas ce que je veux, je fais la grève et la grève me permettra d'obtenir plus. C'est ce que je peux avoir moi, syndicat, dans la tête. Si tu me proposes 4,
Et je sais très bien que si je fais la grève, ça va coûter tellement cher à l'entreprise qu'à l'arrivée, tu vas nous donner 6. Et tu payeras les jours de grève. Si je crois que ça, c'est possible, ça va être compliqué la négo. Si par contre, la négo, je sais que je vais avoir de la grève et derrière, j'aurai rien et en plus, on va fermer le site et je vais me retrouver au chômage, peut-être que ce n'est pas terrible. Sauf que si moi, je suis syndicaliste près de la retraite, ben, peut-être que ça me va bien aussi. Tu vois. Donc, la BATNA, évidemment qu'elle est partout dans une négociation sociale. Et c'est important de l'intégrer parce que quand moi, je suis DRH, quand je suis dans une situation de blocage, à un moment donné, il faut que je puisse mettre le prix ou le coût de la non-négociation. Il y a un coût en termes d'image, de confiance, financier. Je te donne un exemple. 15 jours, si tu fais 15 jours de grève, 15 jours de grève, c'est 4% de salaire. Donc, je ne suis pas payé pendant 15 jours, je perds 4% de salaire. Et là, on est en train de négocier, tu vois, des enveloppes de 4, 5, 6. Donc, si je fais 15 jours de grève pour obtenir 4, je les ai déjà perdus. Donc, voilà un exemple, tu vois, où tu dis, ouais, la BATNA, peut-être pour toi, c'est faire la grève pour obtenir plus, mais en réalité, tu sais qu'on ne paye jamais la grève chez nous, donc est-ce que c'est bien ça l'intérêt? Donc, il faut l'avoir en tête, parce que tout le monde a en tête qu'est-ce qui se passe si je ne négocie pas. Donc oui, ça fonctionne, et des fois, il faut dénoncer la BATNA de l'autre en disant, attention, tu n'as peut-être pas bien calculé ce qu'il y avait à l'intérieur. Question. Il me regarde avec des clairs interrogatifs. Question de Jean. Lors d'une négociation sociale, comment évaluer les options de son interlocuteur, pardon, et dans quelle mesure faut-il s'y adapter? Alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai dans toutes les négociations, c'est comment évaluer les options de mon interlocuteur. Il y a un exercice qu'on fait quand on accompagne nos clients, c'est ce qu'on appelle du role reversal, c'est-à-dire on se met à la place de l'autre. Et il se trouve que quand tu fais ce jeu de rôle, dans certaines conditions, tu arrives à identifier 90% de ce que l'autre voudrait ou pourrait demander. Et ça, c'est vrai en négo commercial, c'est vrai en négo social, etc. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'en négociation sociale, tu connais quand même tes interlocuteurs. Et en fait, ça te permet quand même d'anticiper sur leurs demandes et leurs besoins et leur manière de penser. Et le troisième point, c'est que, une fois de plus, si tu as la CGT, la CFDT, Sud, etc. en face de toi, tu vas avoir des attentes et des options demandées qui ne sont pas les mêmes, qui est à la fois un plus, parce que tu sais très bien que tu ne peux pas donner tout à tout le monde et qu'il va falloir trouver un consensus, justement, et qui est à la fois un moins, parce que ton offre, elle peut plaire à un et pas à l'autre, etc. Et donc, il va falloir ramener tout le monde autour de cette logique. C'est pour ça que la logique de compromis, elle ne marche pas en négociation sociale, parce que tu ne peux pas donner un peu à tout le monde, ça n'a pas de sens. Donc, tu es obligé d'arriver sur un consensus où tout le monde dise OK, là, ça me va. Question de Amaury. On a parlé des spécificités françaises, mais quels sont les standards internationaux ou européens et est-ce qu'ils existent? Alors, européen, je pense, moi, je ne vois pas de standard européen, mais il y a des grandes écoles. Je pense, tu vois, quand tu vas en Allemagne, il y a une confiance naturelle, on va dire, pas toujours, hein, mais il y a une confiance naturelle et surtout, il y a un combat qui n'est pas un combat politique, mais qui est un combat pour l'entreprise. C'est-à-dire que les décisions, elles sont faites dans le sens de l'entreprise parce qu'on sait que l'entreprise, c'est l'emploi, etc. Alors, ils défendent les collaborateurs, il n'y a aucun problème, mais jamais en opposant entreprise et collaborateurs. Donc, c'est une culture qui est quand même très différente. Voilà, après, tu as des pays où il n'y a pas de front syndical fort, ou tu as des pays effectivement du Sud où tu es très vite dans la contestation, des pays du Nord où au contraire, tu es tout de suite dans le consensus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un standard sur les 27 pays européens, mais la spécificité française, pardon, de j'aime pas négocier, je suis dans le mérite, et puis lutte des classes, c'est quand même, ouais, on ne le retrouve pas partout. Peut-être une dernière question. Question de Martine. Vous avez parlé des changements de mindset des partenaires sociaux. Comment s'explique-t-il? Le fait de, alors je ne sais pas quel est le fond de la question, parce qu'en fait le mindset général sur la logique de défiance, il n'est pas que les partenaires sociaux, et le fait qu'on soit passé d'une demande d'avantage à une défense des avantages acquis,
C'est juste qu'on est passé après les 30 glorieuses et puis le choc pétrolier, on est passé dans des logiques de contrôle de coûts, de réduction, on est dans des logiques démographiques qui fait qu'évidemment, on ne peut pas tout financer et que voilà, les lois, à part les 35 heures, hein, depuis toutes les lois, c'est comment je peux financer la Sécu, comment je peux financer les retraites, comment je. Voilà. On est beaucoup dans. Même sur les RTT, hein, qui pourrait sembler un avantage, c'est très compliqué parce qu'on a toujours l'impression qu'on va te demander plus. Ouais, tu vois, enfin, cette logique de dire tu me donnes ça, mais pour me demander plus. En fait. Moi, je ne veux pas te donner plus. Et en fait, il y a une défiance qui est vraiment folle. Alors, je n'ai pas forcément toutes les explications, il faudrait aller encore plus loin dans les dynamiques sociologiques des postures syndicales. Je pense aussi que le fait qu'ils sont peu représentatifs justifie aussi une forme de surenchère et de logique de demande un peu, comment on pourrait appeler ça. Tu parlais, tu vois, Roland, du syndicaliste qui demande 50%. Pardon, la retraite à 50 ans et 2 000 € d'augmentation pour tout le monde. C'est une forme de réponse à je ne veux pas me faire emporter par la base, et en même temps, ça décrédibilise complètement le discours de négociation. Et c'est très ambigu en fait, tu vois, c'est très fragilisant parce que ça conforte aussi ceux qui sont en face en disant c'est pas des gens sérieux, on ne peut pas discuter avec eux. Et donc, tu accentues cette défiance entre cette lutte de classe, entre les corps sociaux, et je trouve ça extrêmement dommage d'être outrancier dans ces demandes des deux côtés. Donc, voilà, on pourrait parler des heures sur ces évolutions-là. Moi, je pense qu'au niveau de l'entreprise, en tout cas, c'est très important de comprendre qu'il y a un impact médiatique extrêmement fort et d'essayer de le préempter pour revenir sur, OK, notre intérêt commun, notre entreprise, nos collaborateurs. Ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir définir? Et pas la direction, les salariés. C'est un modèle dans lequel il ne faut absolument pas rentrer. Et pour autant, quand on entend les DRH discuter entre eux, ils parlent de il, comme si eux-mêmes n'étaient pas salariés. C'est fou, hein? Retrouver la confiance face à la défiance de l'environnement actuel, retrouver les grands principes de négociation dans ces négociations sociales, le contenu, le process, les interactions. Plein de conseils dans cette masterclass, encore plus d'exemples dans la négociation émotionnelle. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter Frédéric si vous avez besoin d'être accompagné dans cette négociation. Ça vous fera gagner jusqu'à 4 points de PIB, hein, c'est ce que nous dit Stewart Diamond. 4 points de PIB à cause de notre incapacité à négocier de façon plus sereine et plus constructive. Voilà, allez chercher 4 points de PIB, allez chercher 4 points de croissance grâce à une meilleure négociation. Un immense merci Frédéric pour ta présence avec nous aujourd'hui. À très bientôt et pour tous, rendez-vous la semaine prochaine pour parler du pouvoir de l'humour. On en a bien besoin dans cet univers de grève aujourd'hui. Merci Frédéric, merci à tous. Bonne journée. Merci Roland, bonne journée à tous.